Chers Thaï respectés, chers Suko Chankong, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023 et nous sommes au hameau du Bas dans la salle de méditation de l'Assemblée des étoiles. Il nous reste juste quelques jours avant la fin de cette année et l'accueil de la nouvelle. C'est toujours l'occasion de revenir en soi, chez soi, dans notre maison de notre famille génétique, mais aussi notre famille spirituelle. Et nous sommes ici pour célébrer ensemble et apprécier la pratique ensemble en tant que famille spirituelle. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir une famille spirituelle qui nous permet de savourer la pratique et de revenir. Et puis nous avons aussi notre maison dans le corps, dans notre corps. Notre corps est la maison de notre âme, de notre esprit. Et donc quand nous revenons chez nous, dans notre corps, on n'a pas besoin de courir. On n'a pas besoin de courir nulle part ailleurs. À chaque fois que je reviens chez moi, dans ma maison corps, je me sens paisible, détendue, à l'aise et très heureuse. Et quand je reviens chez moi, dans mon corps, j'ai envie d'y rester autant que je peux. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai pas envie d'aller nulle part ailleurs. J'ai juste envie de rester là, assise et savourer. Et quand je pratique l'assise méditative, je reviens également chez moi, à moi-même. J'espère que chacune et chacun ici peut revenir chez soi, dans son corps, apprécier le moment présent, savourer les sensations de notre corps et aussi apprécier ce qui nous entoure, la beauté de la Sangha, la beauté de la nature. Revenir chez soi, revenir à la maison, ça ne veut pas dire qu'on reste juste là à savourer notre corps, mais nous pouvons aussi apprécier la nature, la beauté, la Sangha. Assis parmi d'autres personnes, de nombreuses personnes, nous pouvons toujours revenir à nous-mêmes et reprendre refuge en nous-mêmes. Et si nous savons comment revenir à nous-mêmes et prendre soin de notre corps, nous ne nous sentons pas seuls. Il y a des personnes qui se sentent seules, même parmi de très nombreuses personnes. Nous sommes assis parmi de très nombreuses personnes et nous sentons encore seuls parce que nous ne parvenons pas à rentrer en connexion avec notre corps, avec notre esprit ou en connexion avec les personnes autour de nous. Et c'est pour cela, parce que nous n'entrons pas en connexion, que nous souffrons. Donc revenir à la famille spirituelle nous permet d'apprendre à connecter, rentrer en lien avec nous-mêmes, avec la nature, la beauté et toutes les personnes autour de nous. Et quand nous savons comment rentrer en lien avec les personnes, nous pouvons être heureuses, heureux. Le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir, pas vrai? Quel est notre objectif en venant ici? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Vous venez ici parce que vous avez de la joie et du bonheur? Oui, je pense qu'on vient ici parce qu'on recherche cette joie et ce bonheur. Ou peut-être que vous venez ici parce que vous voulez trouver un moyen de sortir de votre souffrance, de vos difficultés. C'est le même objectif. Quand vous avez la capacité de sortir, d'émerger de vos difficultés, alors vous pourrez trouver la joie et le bonheur. Le bonheur, c'est donc la chose la plus importante.
C'est la chose la plus importante à faire dans notre vie quotidienne, pas vrai? Est-ce que c'est ce que vous mettez en priorité dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous pensez que le bonheur est la chose la plus importante? Est-ce que vous mettez cela en priorité? Ou bien laissez-vous votre vie occupée, bien remplie, vous emmener? Nous devons nous poser cette question-là, chacune et chacun. Est-ce que nous mettons en priorité le bonheur dans notre vie? Je me souviens qu'un jour, Thai, notre maître, Thich Nhat Hanh, c'est notre maître. Un jour, il nous a appris comment cuisiner. On peut être surpris, hein? Ça peut nous surprendre qu'un maître zen nous apprenne à cuisiner. Un maître zen nous apprend à méditer, à étudier des sutras, à traduire les sutras, à enseigner, à organiser des retraites, à prendre refuge dans le moment présent, à s'établir dans le moment présent. Mais comment peut-il aussi trouver le temps de nous apprendre à cuisiner? Et c'est ce qu'il faisait. Lors de journées de paresse, en fait, quand on vient ici au village, chaque semaine, on a une journée de paresse. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Est-ce que vous avez apprécié votre journée de paresse? Oui, tout le monde. Est-ce que vous voudriez plus de journées de paresse? Vous êtes bienvenus au village des Pruniers pour séjourner 1 an ou 2 ans pour avoir plus de journées de paresse. Et si vous venez une semaine ou 2 semaines, vous avez juste une journée par semaine. Mais en tant que monastique, on a parfois 10 jours consécutifs de paresse, parfois 15 jours consécutifs. Après des retraites d'hiver et les retraites d'été, on a une longue période de paresse. Et simplement, on savoure, on apprécie notre présence. Est-ce que c'est du luxe d'avoir 10 jours pour ne rien faire? C'est notre cas. Et je me souviens qu'un jour, nous avions une période de 10 jours consécutifs. Et parmi nous, il y a des jeunes sœurs qui sont allées à l'ermitage ou séjourner Thaï. Et nous avons pratiqué ensemble, nous avons joué ensemble. Et un jour, Thaï est venu nous enseigner comment cuisiner. Et ce jour-là, il nous a appris à faire bouillir les légumes et à faire du tofu. Et nous avons alors apporté beaucoup de variétés de légumes. Nous les avons nettoyés. Et puis il a coupé les légumes. Et il nous a posé une question. Quelle est la chose la plus importante quand nous sommes en train de cuisiner? Qu'est-ce qui est le plus important quand nous cuisinons? C'est une question. Je pense que vous savez tous cuisiner. Alors, qu'est-ce qui est le plus important quand on cuisine? Quelle est la chose la plus importante quand nous sommes en train de cuisiner? Cuisiner avec amour. Apprécier. Cuisiner juste pour cuisiner. Quoi d'autre? Respirer. Être présent quand nous cuisinons. Et vous êtes bon. À ce moment-là, je n'ai pas osé poser la question à Thaï. J'avais peur d'être dans un piège. Un maître zen, quand il nous pose une question, il faut vraiment être adroit dans la réponse qu'on va donner. Par exemple, quand il nous voyait en train de faire quelque chose, il nous demandait « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et si on disait « Ah, je suis en train de peler les carottes » ou « Je suis en train de laver le sol », c'était pas la bonne réponse. Parce qu'en fait, il voyait ce que nous
étions en train de faire, donc ils n'allaient pas nous poser la question. Ils voyaient bien qu'on était en train de nettoyer le sol ou de peler les carottes. Donc, à ce moment-là, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas osé donner de réponse. Et savez-vous ce que Thaï a dit? Thaï a répondu, la chose la plus importante quand on cuisine, c'est d'être heureuse, heureux. Quand nous sommes en train de couper les légumes, quand nous sommes en train de les laver, quand nous sommes en train de faire la préparation, être heureux jusqu'à la fin du plat. Il ne faut pas attendre la fin pour être heureux. Et à chaque fois que je cuisine avec mon bonheur. Et je pratique pour pouvoir faire pareil avec toutes les autres choses. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec bonheur. Et aujourd'hui, j'ai également préparé l'enseignement avec mon bonheur. J'ai mis en priorité le bonheur. Et bien sûr, dans notre vie quotidienne, il nous arrive d'être heureux et de ne pas être heureux. On n'est pas toujours heureux. C'est la vie. Et pratiquer la pleine conscience, ce n'est pas toujours du bonheur. Mais nous savons comment gérer, comment vivre avec les formations mentales qui émergent en nous. Nous savons comment gérer les situations que nous vivons, comment gérer la souffrance, les difficultés. Et quand nous savons comment gérer une situation de souffrance ou de difficulté, alors nous pouvons être en paix. Et si nous sommes en paix, nous sommes heureux. Donc n'ayons pas peur de notre souffrance, n'ayons pas peur de nos difficultés. Apprenons à les gérer. Et si nous savons comment vivre avec ces difficultés, nous devons comprendre l'état de notre corps et de notre esprit. Donc aujourd'hui, on va apprendre un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. Pour pouvoir, nous allons voir où sont nos émotions, où se situent nos émotions. Tout le monde a 100 milliards de neurones dans le cerveau. Ce sont les scientifiques qui nous le disent. 1 milliard de neurones dans notre cerveau. Mais l'approche est différente pour chaque personne. Pour certaines personnes, la présence est plus importante dans le lobe frontal, parfois à droite. Pour d'autres, ce sera au niveau du lobe temporal. Les neurones sont différemment proportionnés et donc nous avons des talents différents, des aptitudes différentes. Certaines personnes vont être meilleures en maths, d'autres en langue, d'autres en musique, d'autres en peinture, en dessin. C'est pour cela que nous ne pouvons pas exiger que chaque personne fasse la même chose, parce que chacun a des talents différents. Dans notre famille, parfois, nous posons la question « Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas cela? Pourquoi est-ce que je suis la seule ou le seul à faire ceci ou cela ?» Et nous créons de la difficulté, du conflit. Mais il nous faut savoir que tout le monde a des talents différents. Et il nous faut comprendre ceci afin de pouvoir apporter de la valeur, valoriser les gens, les voir comme des trésors et voir leurs talents comme un trésor. Et nous allons arroser les bonnes graines à l'intérieur d'eux afin qu'ils puissent fleurir. Particulièrement en ce qui concerne nos enfants. Et toute personne peut
développer son meilleur et il ou elle va contribuer avec ses talents à la société et il ou elle devient heureux parce qu'il peut contribuer avec ses talents à sa famille, à sa société, à son entourage. Il nous faut également comprendre d'où provient l'émotion. Les marqueurs ne marchent rarement bien, donc j'ai amené les miens. Ça, ce sont les cellules du cerveau qui régularisent, qui régulent notre pression sanguine et notre respiration. C'est le cérébellum. Et sa fonction, et c'est le mouvement et la coordination. C'est cervelet en français. Et ce système, ça fonctionne, c'est de là d'où proviennent les émotions. C'est le cortex cérébral qui permet l'apprentissage, l'analyse. Lorsqu'on apprend un langage, pour tout ce qui est d'apprendre et d'analyser et développer la pensée, c'est le cortex cérébral. Est-ce que c'est facile à voir pour vous? Et cette partie spéciale ici, c'est le cortex préfrontal. Sa fonction, c'est la conscience, l'analyse, la comparaison, les raisonnements, l'apprentissage, etc. Et ici, nous avons l'amygdala, l'amygdale. Et le thalamus. Ici, nous avons l'hippocampe. Donc l'information est reçue par notre corps au travers des yeux, des oreilles, de notre peau, de notre corps, et ça va arriver au thalamus. Thalamus, c'est un peu le centre de tri et ça vient ici avant d'envoyer l'information à d'autres endroits. Et ça renvoie l'information à l'amygdale, à l'hippocampe, ou au cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, il réalise, il analyse, et ça envoie également un message à l'amygdale. Et l'amygdale, c'est la zone des émotions. Par exemple, la colère provient également de l'amygdale. La peur provient également de l'amygdale.
et même le bonheur. Donc, sa fonction, c'est d'être un générateur d'émotions. Et toutes les émotions proviennent de cette zone. Par exemple, quand vous voyez la fumée, vous allez peut-être être rempli de crainte parce que vous avez fait l'expérience à de nombreuses reprises où une maison était en train de brûler. Et donc, lorsque vous voyez la fumée, vous êtes pétri de peur. Donc, lorsque on voit la fumée, ça arrive dans le rond vert et ça envoie un message à l'amygdale où on se sent pétri de peur. Et on essaye de soit s'enfuir en courant, soit faire quelque chose, agir, pour éviter de brûler. Ou on va peut-être s'enfuir tout de suite. Mais cela va envoyer une information au cortex préfrontal et ça va raisonner, analyser et se dire « Ah, peut-être que cette fumée provient de l'encens qui brûle. Donc on est en sécurité, on est en paix. » Ou dans la cuisine, quelqu'un a oublié de sortir une casserole du feu et ça brûle. Donc il n'y a pas de danger. Nous sommes en sécurité. Et dans certains cas, c'est plus sérieux et donc on se remplit de peur et notre corps se raidit. Et ça, c'est l'instant où nous nous battons, où nous nous fuyons. Lorsque le danger se présente, on va être prêt à s'enfuir ou à se battre ou à lutter. Donc par exemple, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous met en colère, peut-être que vous êtes prêt à dire quelque chose en retour tout de suite. Et ça provient de l'amygdala. Et même le cortex préfrontal n'a pas le temps d'analyser. Mais plus tard, ça va interférer. C'est OK, la situation est OK, par exemple. C'est aussi comme ça avec la peur. Et avec les personnes qui sont traumatisées, qui ont des traumas, l'amygdale et le cortex préfrontal sont abîmés. Et c'est pour ça qu'ils ou elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions correctement. Parfois, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions correctement parce que l'amygdale et le cortex préfrontal sont abîmés. Donc pour gérer la situation, pour gérer les émotions, nous avons deux solutions. Un, du bas vers le haut, c'est de suivre votre respiration. Nous suivons notre respiration afin de pouvoir accueillir l'émotion. Où nous pouvons suivre les mouvements que nous faisons lorsque nous marchons, lorsque nous brossons nos dents, lorsque nous faisons toute autre chose. Et une autre manière, c'est du haut vers le bas. Et ça veut dire que vous utilisez le cortex préfrontal pour observer, pour voir si la situation est dangereuse ou pas. Est-ce qu'on a besoin de prendre un moment avant de réagir ? Donc c'est deux manières qui nous aident à nous guérir lorsque nous avons un traumatisme ou une blessure. Lorsque nous avons le traumatisme, nous essayons de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est aussi une manière de fonctionner du haut vers le bas en utilisant le cortex préfrontal pour observer l'émotion. Donc ça, c'est ce qui est dit par les scientifiques. Moi, je ne fais que le répéter. Mais il y a plus de 2000 ans, lorsque la science n'était pas encore développée, eh bien, le Bouddha parlait lui aussi de l'esprit.
Le Bouddha a dit que la clé principale du bonheur, c'est l'entraînement et le fait de dompter l'esprit. La clé de notre bonheur, c'est d'arriver à dompter et à maîtriser notre esprit. Il n'y a pas de bonheur lorsque si l'esprit n'est pas cultivé, développé, protégé, dompté et restreint. Et lorsqu'il y a la souffrance, c'est parce que l'esprit est non développé, non gardé, non retenu et non dompté. Mais comment pouvons-nous développer, cultiver, protéger, dompter et restreindre notre esprit? Notre esprit a deux parties. Ça, c'est un schéma très simplifié. C'est également suffisamment simple pour nous de comprendre, mais je vais expliquer l'esprit aussi simplement que je le peux pour que nous puissions comprendre. Si nous voulons comprendre plus, peut-être nous avons besoin d'un cours, un mois peut-être, pour comprendre notre esprit et comprendre notre cerveau, parce que notre cerveau est très compliqué. Nous avons besoin de temps pour comprendre. Donc on fait la même chose avec notre esprit. Il y a deux parties dans notre esprit. La partie supérieure, nous l'appelons la conscience mentale ou le mental. Et la partie du bas, nous l'appelons la conscience des tréfonds. Et toutes les graines sont présentes dans la conscience des tréfonds. Comme la joie, la paix, l'amour bienveillant, la compréhension, le pardon, mais également la haine, le désespoir, la souffrance. Donc toutes les graines négatives ou positives sont présentes ici. Par exemple, lorsque vous êtes assis ou assise ici, vous vous sentez en paix, n'est-ce pas? Mais la colère est aussi présente ici. Mais parce que ça ne s'est pas présenté ou manifesté, eh bien vous vous dites que vous n'êtes pas du tout en colère. Mais en fait, c'est juste que ça ne s'est pas manifesté. Et la peur et la solitude sont également présentes dans la conscience des tréfonds et elles ne se manifestent pas dans le mental. Et dès que nous regardons avec nos yeux, ça peut arroser une graine ici. Par exemple, la peur. La peur se manifeste. Vous êtes très effrayé. Et lorsque vous vous sentez très effrayé, si vous ne pratiquez pas bien, vous allez renforcer les racines et encore et encore et encore les renforcer. Par exemple, lorsque vous voyez de la fumée, si vous n'accueillez pas votre peur, peut-être que vous allez vous sentir pétri de peur et peut-être que vous allez vous dire que la maison est en feu, par exemple. Ou vous entendez le son d'un chat, le miaulement d'un chat, et peut-être que vous allez vous dire que un bébé pleure et vous vous sentez pétri de pleurs, mais en fait ce sont juste les miaulements d'un chat. Mais la peur se manifeste, émerge, et si vous n'observez pas, peut-être que ça va être très fort ici. Donc, lorsque vous entendez quelque chose d'étrange ou que vous voyez quelque chose d'étrange, vous vous sentez pétri de peur. Et c'est pareil pour tout ce que vous pouvez entendre. Ce que vous pouvez sentir.
tout ce que vous goûtez, ce que vous touchez avec votre corps. Et même l'esprit peut toucher cette graine-là. Ce que l'on pense va toucher la graine. Donc on peut mettre la pensée. La pensée, ça peut être très compliqué, pas vrai? On peut toucher une graine et ça va nous rendre ou heureux ou en souffrance. Donc il faut vraiment être très prudent avec nos pensées. Donc quand nous entendons quelque chose et qui nous rend heureux ou qui nous fait entrer dans la compassion, ça va se manifester là dans la conscience en haut. Et donc on va mettre une personne heureuse. Comme ce matin, si vous avez vu le soleil se lever, c'était vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Ça a dû vous rendre très heureuse, heureux. Le bonheur se manifeste alors dans la conscience mentale. Et avec la pratique, quand émerge la peur, on invite la pleine conscience. On invite la pleine conscience à monter pour pouvoir embrasser, entourer la peur. La pleine conscience, c'est le cœur de notre pratique, le cœur de la méditation. Il est impossible de méditer sans pleine conscience. Donc on cultive constamment la pleine conscience. Quand nous marchons, nous portons notre attention sur nos pas. On n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit. On doit juste savourer le moment présent. Être conscient du contact entre nos pieds et le sol. Savourer la nature qui nous entoure. Donc quoi que nous fassions, nous portons notre attention à 100% sur nos mouvements. Et quand j'écris au tableau, j'ai conscience des mouvements de ma main. Quand je me brosse les dents, c'est pareil. J'ai conscience des mouvements de ma main. Je veux pratiquer le brossage de mes dents. Je me regarde dans le miroir et je me souris à moi-même et je savoure tout ce moment où je me brosse les dents. Et c'est ainsi que nous cultivons la pleine conscience. Mardi dernier, nous avons pratiqué les touchés de la terre, ici au hameau du bas. Et quand nous touchons la terre, nous revenons en contact avec notre famille génétique, avec notre famille spirituelle, avec les ancêtres du pays. Et nous envoyons de l'énergie aux personnes qui nous sont chères, mais aussi à toutes les personnes qui nous ont causé de la souffrance. Et puis quand je pratique la marche méditative, je peux aussi sentir que tous mes ancêtres sont en moi. Je ne marche pas seule. Je porte en moi et dans chaque cellule de mon corps tous mes ancêtres génétiques, mais aussi mes ancêtres spirituels. Et je deviens très vaste. Je ne suis pas seule. Je porte en moi mon maître, Bouddha et la Sangha. Aussi mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs. Et je marche de cette façon. Tous avec moi. C'est ainsi que nous cultivons la pleine conscience. Nous ne sommes pas seuls. Et quand nous pratiquons les 5 touchés de la terre, ce n'est pas uniquement dans la forme de la prosternation. Mais nous pouvons aussi pratiquer les touchés de la terre quand nous marchons ou même quand nous mangeons. Nous ne sommes pas seuls quand nous mangeons. Nous mangeons avec tous nos ancêtres génétiques, toute notre lignée d'ancêtres génétiques et spirituels. Nous ne mangeons pas seuls. Donc quoi que nous fassions, nous pouvons toujours inviter nos ancêtres génétiques à le faire avec nous. Nous invitons également nos ancêtres spirituels à le faire avec nous. Et petit à petit, jour après jour, nous ne nous sentirons plus seuls. C'est de cette façon-là que nous cultivons la pleine conscience. Et ainsi, la pleine conscience va être
va vraiment se renforcer, devenir très forte dans notre conscience du tréfonds. Et même durant notre sommeil, la conscience du tréfonds continue à travailler. La conscience mentale ne travaille plus, mais la conscience du tréfonds travaille jour et nuit. C'est pour cela que toutes les informations que nous recevons sont très importantes, parce que la conscience du tréfonds fait le travail pour nous, encore et encore. Et donc les scientifiques nous disent eux aussi que quand nous dormons, notre cerveau fonctionne et que notre cerveau peut réapprendre tout ce que nous avons appris pendant la journée. Nous devons être sûrs d'avoir suffisamment de sommeil. Et tout ce que nous apportons dans notre corps est essentiel parce que notre cerveau peut travailler, réapprendre encore et encore toutes ces informations de la journée qui sont parvenues au corps. Tout cela pendant la nuit. Nous invitons donc la pleine conscience à émerger, à monter pour embrasser la peur. Et petit à petit, nous allons nous détendre. Et au lieu d'être dans la peur, nous pouvons nous offrir un sourire, nous sourire à nous-mêmes. Et la peur va disparaître. Et nous allons nous détendre, nous pouvons nous sourire à nous-mêmes. Et quand nous pouvons nous sourire à nous-mêmes, la peur va se réduire. Et la racine de sa peur, qui est dans la conscience du tréfonds, va s'affaiblir elle aussi. Et même si nous entendons les mêmes choses qu'avant, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus cette peur parce que la pleine conscience a déjà pu embrasser cette peur. Et la pleine conscience arrive même avant que se manifeste la peur, parce que nous nous sommes préparés, nous sommes équipés de la pleine conscience, et la pleine conscience nous protège. Non seulement nous invitons la pleine conscience à émerger, à monter pour embrasser la peur, mais même quand nous sommes heureuses et heureux, nous devrions inviter la pleine conscience à l'embrasser aussi, à entourer notre bonheur. On doit inviter la pleine conscience à monter pour entourer, embrasser notre bonheur, pour que ce bonheur puisse s'épandre, s'accroître de plus en plus, soit de plus en plus paisible. Parfois nous sommes dans le bonheur mais pas dans la paix, parce qu'il y a un peu d'excitation. Et avec cette excitation, il arrive que le bonheur ne soit pas tout à fait correct. Ce bonheur parfois n'apporte pas de la joie et du bonheur aux autres personnes autour de nous. Cela n'apporte pas du bonheur dans le futur. Mais si nous avons la pleine conscience, nous sommes conscients de notre bonheur, de notre joie. Est-ce que ce bonheur et cette joie nous sont bénéfiques à nous dans le moment présent? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour le futur? Est-ce qu'ils sont bénéfiques pour les personnes qui nous entourent? Est-ce que ça va les rendre heureuses? Est-ce que ce sera bénéfique pour les personnes à l'avenir? Et donc, grâce à la pleine conscience, nous pouvons observer cela. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà fait l'expérience que pendant des moments de souffrance, nous sommes plus en pleine conscience qu'heureux. Sans la pratique, si nous sommes dans la souffrance, nous nous laissons emporter par la souffrance et nous perdons le moment présent. Mais avec la pratique, quand nous souffrons, nous revenons à nous-mêmes et nous embrassons notre souffrance.
Et nous sommes particulièrement conscients. Mais parfois, nous sommes dans le bonheur avec beaucoup d'excitation et du coup, nous oublions notre pleine conscience. Donc la pratique nous aide à inviter la pleine conscience à émerger, même quand nous sommes heureux ou en joie. Cela permettra de solidifier le bonheur. Le bonheur est toujours là avec nous. Nous sommes heureux avec des personnes autour de nous, entourés de beauté, avec toutes les bonnes qualités qui sont en nous. Nous pouvons être heureux, heureuses avec nous-mêmes. Nous pouvons nous accepter tels que nous sommes et être heureuses, heureux. Notre maître Thai avait l'habitude de dire que quand nous venons au village des pruniers, si nous ne pouvons pas maîtriser l'art de respirer, notre respiration, nos pas et notre sourire, alors ça veut dire qu'on n'est pas allé encore, on n'est pas encore allé au village des pruniers. Donc en venant ici au village des pruniers, nous devons apprendre à gérer, à maîtriser notre respiration. Quand nous souffrons ou quand nous sommes en joie ou dans le bonheur, nous devons maîtriser notre respiration, connaître l'art de la respiration. Et c'est pareil pour nos pas. Quand nous marchons, nous devons revenir à nous-mêmes, au moment présent, et savourer les pas que nous posons. Nous ne devons pas marcher avec nos projets du futur. Parfois, je vois que si nous pensons à quelque chose qui se trouve dans la salle à manger, nous voulons y aller, ou bien nous voulons aller chercher quelque chose, et notre tête est déjà orientée vers le futur. Notre tête est en avant sur nos pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas établis dans le moment présent. Nous pensons déjà à ce que nous allons faire à l'avenir. Mais nous ne sommes pas établis dans le moment présent. Avec la pratique, nous devons vraiment prendre refuge dans le moment présent, nous établir dans le moment présent, être heureuse, heureux, ici, maintenant. Nous ne devons pas attendre d'avoir fini. Nous ne devons pas attendre d'avoir accompli ou atteint quelque chose pour être heureux. Nous pouvons être heureux et heureuses directement. Et puis nous pouvons sourire, et pas uniquement quand nous sommes joyeuses ou en joie, mais nous pouvons aussi sourire quand nous sommes en colère. Nous pouvons nous sourire à nous-mêmes. Quand nous souffrons, nous pouvons nous sourire. Quand nous avons peur, nous pouvons aussi nous offrir un sourire. Parce que quand nous sourions, nous détendons notre corps. Peut-être que le sourire ne sera pas encore très frais, mais le fait de sourire va détendre notre corps. Et surtout, si nous laissons chaque cellule de notre corps sourire, alors tout notre corps va se détendre. Et quand nous nous détendons, quand notre corps se détend, alors notre esprit va pouvoir se détendre lui aussi. Parce que corps et esprit sont en lien l'un avec l'autre, de façon très étroite. Quoi qu'il arrive dans notre esprit, ça va affecter notre corps. Et tout ce qui se passe dans notre corps affecte notre esprit. Nous devons donc juste sourire. Et un sourire prouve que nous avons la pleine conscience. Quoi qu'il arrive, nous ne savons pas, mais si nous avons la capacité de sourire, nous savons que nous sommes OK. Que tout sera OK si nous avons la capacité de sourire. Donc nous ne sourions pas uniquement à la beauté qui nous entoure, à la joie et au bonheur, mais nous pouvons aussi sourire à notre souffrance, à nos difficultés et à toutes les émotions qui se présentent.
nous pouvons sourire et embrasser nos émotions. Tout sera OK. Notre maître Thaï a écrit une calligraphie pour nous inviter à pratiquer. Respire, tout ira bien. Tout sera OK, tout ira bien. Respire simplement, souris simplement. Et je me souviens que bien souvent, quand Thaï, notre maître, donnait des enseignements, parfois devant des milliers de personnes, après l'enseignement, Thaï invitait Sir Chankong à chanter une chanson devant des milliers de personnes. Et j'étais toujours très impressionnée. Parce qu'une très grande assemblée, tout vibrait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que Sir Chankong a accepté mon invitation à venir devant nous, nous offrir une chanson. Et nous sommes très chanceux et chanceuses d'avoir Sir Chankong parmi nous. Et je vais l'inviter à chanter une chanson pour nous. Je souris aux étoiles. Et nous pouvons faire de ce moment quelque chose de vivant pour tout un chacun. J'assistais à un discours public de Thaï, et lorsque Thaï a appelé Suko Chankong à venir sur scène, je me suis sentie très très honorée, et j'espère que ce moment sera pareil pour vous, parce qu'à chaque fois que je pensais à ce moment, j'étais remplie de joie. Et j'espère que pour vous, à chaque fois que vous aurez de la difficulté ou de la souffrance, vous pourrez rappeler à vos souvenirs ce moment et générer du bonheur. Merci Suko. Je souris aux étoiles qui continuent de briller dans le ciel, au soleil qui petit à petit nous guide au-delà de la nuit, au jour qui commence, à l'oiseau qui enchante. Je souris au monde et le monde me sourit. Je souris à l'enfant qui passe mon chemin. Je me rappelle également tous ceux qui ont faim, ceux qui vivent dans la misère tout autour du monde, qui font face à la guerre, qui ont perdu leur mère. Si parfois mon sourire est humidifié par les larmes, lorsque j'observe la grande souffrance, la grande douleur qui s'étend tout autour du monde, je continuerai de sourire avec des larmes dans mes yeux, sourire à la vie, sourire à la mort. Et un jour viendra où il fera amèrement froid, ou même mes pas ne laisseront plus de traces. Le courant infini de la vie, l'énergie de vie m'emportera et je ne regarderai pas derrière. La peur ne bloquera plus mon chemin. Mon cœur s'ouvrira enfin sur l'infini et je deviendrai enfin le sourire de la terre, le sourire de la fleur, le sourire de la pluie, du soleil et du vent. Et un jour, dans un tout petit enfant, j'ouvrirai mes yeux, j'ouvrirai les yeux à toutes les merveilles de la vie. Et un petit peu plus aimant, aimante, et un peu plus souriant, souriante, je continuerai
ce chemin merveilleux. Je souris à l'étoile qui au ciel encore luit, au soleil qui lentement nous sort de la nuit, à ce jour qui commence, à l'oiseau qui m'enchante. Je souris au monde et le monde me sourit. Je souris à l'enfant qui vient sur mon chemin. Je pense aussi à tous ceux qui ont faim, ceux qui loin dans ce monde vivent dans la misère, qui ont connu la guerre, qui ont perdu leur mère. Si parfois mon sourire se mouille de pleurs, en voyant dans ce monde une profonde de douleur, je veux sourire encore à travers mes pleurs, sourire à la vie, sourire à la mort. Et un jour peut-être, quand il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas, par le courant de la vie qui jamais ne s'arrête, me laisserai-je entraîner sans regarder derrière. La peur alors ne fermera plus le chemin. Mon cœur tout grand s'ouvrira encore, et un peu plus aimant, un peu plus aimant, je continuerai ce beau chemin. Et un jour viendra où il fera très froid, où je ne laisserai plus la trace de mes pas, par le courant de la vie qui jamais ne s'arrête, me laisserai-je entraîner sans regarder derrière. La peur alors ne fermera plus le chemin. Mon cœur tout grand sourira enfin. Je deviendrai alors le sourire de la terre, de la fleur, de l'oiseau, de la pluie et du vent. Et un jour peut-être, dans un tout petit enfant, je ouvrirai les yeux aux merveilles de la vie, et un peu plus aimant, un peu plus souriant, je continuerai ce beau chemin. And one day will come when it is bitterly cold, I will open my eyes to the many wonders of life, and a little more loving, and a little more smiling, I will continue this wonderful way together with you. Je continuerai ce merveilleux chemin ensemble avec vous. Merci Suko. Donc sourire, le sourire, la respiration et les pas, ce sont 3 choses que vous pouvez amener avec vous, peu importe où vous vous trouvez. Donc il y a 3 pratiques de base que vous pouvez amener avec vous, peu importe où vous vous trouvez. Demain, beaucoup d'entre vous nous quittent, donc assurez-vous de les ramener avec vous. Et peu importe où se manifeste votre difficulté ou votre souffrance, assurez-vous que ces 3 choses restent présentes en vous. Lorsque nous avons une blessure profonde et que nous
si on a envie de s'enfuir, il est bon de se rappeler ces 3 choses. Le souffle, les pas et le sourire. Nous souffrons parce que nous ne ressentons pas la connexion avec les autres personnes. Et c'est pourquoi il nous faut revenir et connecter. Vous savez, lorsque vous me souriez, vous créez un chemin neuropathique heureux un chemin neuronal heureux dans mon esprit, dans mon cerveau. Et tout le monde a plus de 1 milliard de neurones et chacun d'entre nous et chacun de ces neurones a 150 000 connexions. Donc, lorsque je reçois des informations, ça crée beaucoup de chemins neuronaux dans mon esprit, dans mon cerveau. Donc, lorsque vous me souriez, vous créez un chemin neuronal heureux en moi. Et lorsque vous souriez aux gens qui vous entourent, vous créez des chemins neuronaux heureux en eux. Et parfois, il n'y a pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit, mais nous amenons beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aux autres personnes. Donc c'est pourquoi notre être est très important. La manière dont nous sommes est très importante. En ce qui me concerne, je mets en priorité mon bonheur. Je fais de mon bonheur une priorité, de ma paix, de ma liberté et du moment présent une priorité. Et chaque fois que je souffre ou que j'ai une difficulté qui se présente, je m'assure que je suis en paix et que je suis installée avec bonheur dans le moment présent. Même au travers de difficultés, il faut que je m'assure que je sois libre. Et je me demande, est-ce que tu as suffisamment souffert ? Et la réponse est toujours très claire, oui, je souffre bien plus que ce qui est suffisant et je ne veux pas souffrir plus. Et lorsque cette question émane dans mon esprit, alors la souffrance disparaît. Lorsque je me demande, est-ce que tu as assez souffert ? Alors oui, je me réponds, oui, j'ai suffisamment souffert, même plus que de raison. Et ma souffrance cesse. Donc vous pouvez vous poser cette question. Avez-vous suffisamment souffert ? Pourquoi veux-tu souffrir plus ? Pourquoi souffres-tu plus ? Vous n'avez pas suffisamment souffert ? Donc il nous faut nous poser cette question à nous-mêmes. Donc le moment présent, la paix et la liberté sont 3 choses où je me demande toujours, est-ce que je profite du moment présent ? Est-ce que je suis en liberté ? Et est-ce que je suis en paix ? J'aime la simplicité et c'est pourquoi j'aime les 3 pratiques de base. Nous disons que ce sont des pratiques très de base, mais elles sont très profondes. Et plus de 20 ans de pratique en tant que monastique, et je pratique toujours le souffle et le sourire. Et je veux toujours m'assurer que je suis dans le moment présent, que je suis en paix et que je suis libre. Et si je vois que j'ai ces 3 choses, alors je sais que tout va bien. Et c'est ce que je pratique encore et encore et encore. Donc lorsque nous avons ces qualités, nous pouvons offrir énormément aux autres, aux personnes qui nous entourent, vos fils, vos filles, vos maris, vos femmes, vos bien-aimés. Parfois, nous voulons leur offrir de la joie, du bonheur et de l'amour, mais parce que
notre être n'est pas vraiment solide, n'est pas vraiment en paix, n'est pas vraiment libre, alors nous causons plus de souffrance. Nous leur causons plus de souffrance. Même si nous disons que nous voulons prendre soin d'eux et que nous les aimons, nous leur causons de la souffrance. Donc pour revenir, pour s'entraîner à être dans l'instant présent, en pleine conscience, en paix et libre, il faut que nous puissions revenir en nous-mêmes et que nous regardions les connexions que nous avons avec les autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Lorsque nous serons heureux, les autres seront heureux. Lorsque nous serons en paix, les autres seront en paix. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour aider les autres à être en paix ou heureux, mais juste la qualité de notre être irradie autour de nous et les gens comprennent. Ils acceptent, ils reçoivent naturellement. Et nous pouvons être heureux, heureuses avec la joie et le bonheur, avec la paix également. En tant que jeunes gens, nous voulons toujours être au-dessus de tout. Nous voulons toujours être les premiers de classe. Nous voulons être numéro 1 pour être heureux. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça, pas vrai? Parce qu'en fait, on est tous en lien les uns avec les autres. Aujourd'hui, si j'enseigne, c'est grâce aux sœurs qui sont à la cuisine aujourd'hui, qui travaillent dur pour offrir un repas. C'est grâce aussi à vous qui avez nettoyé les toilettes pour que les personnes qui nous rendent visite aujourd'hui puissent les utiliser et soient heureuses. Donc il y a de très nombreux éléments qui se manifestent pour que se manifeste cette journée. Je me souviens qu'un jour, Thaï, lors d'un tour aux États-Unis, c'était la première fois que j'allais avec Thaï et j'ai reçu une lettre de Thaï. Et quand j'ai lu cette lettre, j'étais très heureuse. Et je voudrais vous la lire pour que vous puissiez en apprécier, pour que vous puissiez l'apprécier vous aussi. Ça va, merci. Avec mes lunettes, je gère mieux. Université du Massachusetts, 13 août 2001. Ma sœur Oinim, ma chère Oinim, c'est la première fois que vous pouvez rejoindre Thaï et la Sangha pour un tour d'enseignement en Amérique du Nord. Thaï se sent très heureux, très en joie à chaque fois qu'il y pense. Thaï est sûr que vous serez capable d'apprendre beaucoup de choses, de bénéficier des expériences de ce voyage. Et non seulement grâce à la Sangha, mais aussi grâce aux amis et collaborateurs qui sont venus pratiquer avec nous. Thaï a confiance également que vous aurez de très nombreux moments de joie tout en vous harmonisant vous-même dans la pratique et tous les services autour de la Sangha. Et que vous savourez également le fait d'offrir votre fraîcheur et votre solidité à chaque personne autour. Les amis qui viennent pratiquer avec nous sont notre propre champ de bonnes graines. Ils sont nous-mêmes. Ils sont les champs de mérite du Bouddha. Et nous avons la responsabilité d'en prendre soin, de le protéger, de l'aérer, de semer des graines et de les arroser. Chacune de vos respirations et de vos pas que vous faites en pleine conscience, on les fait de planter des graines saines, salutaires, de prendre soin et d'arroser ce champ. Vous avez la capacité de le faire. Thaï a confiance que nous avons la capacité d'offrir beaucoup de bonheur à chaque personne. Avec vous, à mes côtés, je sens que j'ai plus de force et je sais que vous avez déjà Thaï en vous. En reconnaissant la présence du bonheur, reconnaître la présence du bonheur, c'est le but de cette lettre. Vous êtes bienvenus. Je vous invite à partager votre bonheur avec tous les frères et sœurs qui sont ici avec vous. Votre maître Thaï. Et donc en venant ici, vous recevez les enseignements, mais vous bénéficiez également de votre propre pratique.
J'étais extrêmement heureuse à ce moment-là. J'étais extrêmement heureuse et je voyais que c'est tout jusqu'au ciel, ce bonheur jusqu'au ciel. J'avais l'impression que j'étais très spéciale, très unique de recevoir cette lettre de Thaï. Et Thaï dit, tu dois partager ce bonheur avec tes frères et sœurs. Et donc j'ai partagé ce bonheur avec mes frères et sœurs. Et je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à avoir reçu cette lettre. Chaque frère et sœur qui venait là pour la première fois auprès de Thaï en tournée avait reçu cette lettre avec le même contenu. Simplement, il y a juste le prénom qui changeait. Mais vous savez, j'avais encore plus de bonheur parce qu'en fait, j'ai vu que Thaï était vraiment très particulier, très spécial, unique, digne d'amour. Et que nous l'aimons tant. Et ce n'est pas uniquement moi, mais aussi tous mes frères et sœurs pensaient la même chose que moi. Et nous avons tellement ri quand nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas les seuls à avoir reçu la lettre, mais que tout le monde l'avait reçue. Toutes les personnes qui étaient là pour la première fois auprès de Thaï pour une tournée d'enseignement. Tout le monde, nous avions reçu la même lettre. Nous étions tellement heureux. C'était comique aussi. Et ça, c'est un enseignement qui a beaucoup de sens pour moi. C'est que je ne dois pas être numéro 1 pour être heureuse. Et cela m'a aidé à lâcher prise. Lâcher prise un peu le côté arrogant que j'avais en moi. Je dois être la meilleure. Je dois être la première pour être heureuse. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'être numéro 1 pour être heureuse. Je peux être heureuse juste là avec mes frères et sœurs. Je peux être heureuse avec les autres personnes, avec vous qui êtes présents là aujourd'hui. Et bien sûr, tout le monde a des talents différents. Et nous rassemblons nos talents dans la Sangha, dans la société. Mais on n'a pas besoin d'être numéro 1 pour être heureux. Et je ne mets pas le fait d'être numéro 1 en priorité. Ce que je mets en priorité, c'est mon bonheur, ma paix, mon moment présent et ma liberté. Et c'est ainsi que je peux pratiquer le non-soi. C'était une grande leçon pour moi, un grand enseignement. Parce que j'ai toujours pensé que je devais être numéro 1, la meilleure, que je devais faire mieux que telle ou telle personne. Mais en réalité, cette recherche, cette quête-là m'a apporté beaucoup de souffrance. Mais quand j'ai eu la capacité de lâcher prise de cet ego, alors je pouvais vraiment être libre et heureuse. Donc ça, c'est le non-soi. Nous sommes constitués de nombreux éléments non-soi. Je suis constituée de mes parents, de la nourriture, des boissons, de la terre-mère, de la société, mais je suis également faite de vous. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas être ici à vous enseigner aujourd'hui. Vous êtes le champ de mérite dont nous avons planté les graines, semé les graines, dont nous avons pris soin, que nous avons arrosé. Et vous venez pratiquer ici et vous contribuez avec votre pratique à l'énergie paisible de la Sangha. Et je peux vraiment apprécier votre joie, votre bonheur. Votre joie et votre bonheur ne sont pas séparés de notre joie et de notre bonheur à nous. Et j'emmène toujours avec moi, cela avec moi. La deuxième pratique à laquelle je pense, c'est l'impermanence.
Tout peut être transformé. Tout va changer. Et c'est pour cela que nous ne nous laissons pas piéger dans notre façon de penser, parce que tout peut changer. Nous avons conscience que, en raison de l'impermanence, nos parents ne pourront pas vivre près de nous à jamais. Donc nous devons prendre grand soin d'eux. Les personnes qui nous sont chères ne peuvent pas rester à nos côtés à tout jamais. C'est pour cela que nous devrions prendre grand soin de ces personnes, de façon à ne pas nourrir de regrets plus tard. Mon père est déjà mort au début de cette année. Et quelques années avant, il était déjà faible. Et nous avions conscience du fait qu'il n'allait pas vivre encore très longtemps parmi nous. Donc nous avons fait de notre mieux pour prendre soin de lui. Donc mes frères et sœurs ont pris soin de lui parce qu'on avait conscience qu'il n'allait plus rester à nos côtés longtemps. Et nous avons offert tout notre cœur à ses côtés. Et ainsi, nous ne voulions pas nourrir de regrets quand il allait mourir. Mais bien sûr, dans notre vie quotidienne, il arrive qu'ici ou là, il y a certaines choses pour lesquelles nous avons des regrets. Et nous devons alors pratiquer le lâcher-prise. Parce que peut-être que c'est au-delà de nos capacités. Je me souviens qu'au cours des dernières années de la vie de mon père, il avait des douleurs quand il devait uriner. Et donc le médecin ne lui permettait plus de boire du thé. Et nous ne lui permettions pas non plus, mais il aimait beaucoup le thé. Et parfois, quand ses amis venaient lui rendre visite, il disait à mes frères et sœurs, « Oh, mais offrez du thé à nos amis, oncles et tantes. » Donc dans ma famille, les amis, on les appelle les oncles et les tantes. Comme ça, on les inclut dans notre famille. Il disait toujours ça, offre du thé à nos oncles et tantes. Parce que comme ça, si on leur offrait du thé à eux, on lui en offrait à lui aussi. Il avait un esprit très joyeux. Il a mené une vie très heureuse et joyeuse. Et donc, il arrivait que nous lui offrions de temps en temps du thé, mais pas beaucoup. Et la dernière fois que je suis rentrée à la maison, j'ai reçu un très bon thé que m'a servi ma sœur. Et je me suis dit, ok, cette fois-ci, je vais lui offrir du thé, parce qu'il ne va plus vivre longtemps à nos côtés. Alors je veux lui offrir ce qu'il aime. Et je me suis dit, ok, à la nouvelle année, je vais lui offrir du thé. Mais ce moment ne s'est jamais produit. Parce que je ne lui ai pas offert du thé directement. J'attendais qu'arrive la nouvelle année. Parce que la nouvelle année, c'est un moment très important. C'est un moment où toute la famille se réunit, se rassemble. Mais il est tombé gravement malade avant la nouvelle année, donc il a dû être hospitalisé. Et je n'ai jamais eu l'occasion de lui offrir du thé avant qu'il ne meure. Et je sens des regrets, moi aussi. Mais ça fait partie de ma pratique. Et cela m'aide à être davantage consciente de l'impermanence. Nous devons vivre profondément avec le moment présent, profondément avec les personnes qui sont avec nous, les personnes que nous rencontrons. Parce que nous ne savons pas. Nous pensons qu'il ou elle va vivre encore longtemps, des mois, des années. Mais si ça se trouve, ça ne durera que quelques jours et que cette personne va mourir et va tomber malade et mourir.
Donc dans notre vie quotidienne, nous avons parfois des petits regrets comme cela et nous pratiquons avec. Et ces regrets nous aident aussi à être davantage conscients de l'impermanence. Et je suis consciente que nous souffrons parce que nous distinguons entre le bon et le mauvais, le positif et le négatif, le long et le court, ce qui est laid et ce qui est beau, et c'est pour ça que nous souffrons. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Peut-être dans notre famille, notre père et notre mère vont avoir une dispute parce qu'ils pensent tous les deux qu'ils ont raison, et les enfants sont présents entre le père et la mère et ils souffrent parce que ils sont au milieu, et il n'est pas important d'avoir raison ou pas. Pourquoi est-ce que nos parents se disputent et se causent de la souffrance l'un à l'autre? Et parfois nous sommes emprisonnés dans nos notions et il nous faut transcender cette notion afin de pouvoir être heureux, heureuse et de se libérer, d'être libre. Et lorsque nous avons la capacité de surmonter, de se libérer, de nous libérer nous-mêmes de cette notion, alors nous devenons heureux, heureuses. Et c'est le nirvana. Le nirvana, c'est deux notions, c'est de distinguer deux notions. Juste ou faux, c'est pas important. Beau ou laid, c'est pas important. Tout ça n'est pas important, mais notre bonheur, c'est le plus important. Cette fleur, qu'elle soit là, à droite ou à gauche, ça n'a aucune espèce d'importance. Ici, elle est très belle. À droite, c'est très beau. À gauche, c'est très beau. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'elle soit à droite? Elle pourrait être placée sur la gauche, mais en général, nous sommes emprisonnés dans la droite ou dans la gauche, dans ce qui est à droite ou ce qui est à gauche, ce qui est juste ou ce qui est faux. Et c'est pour ça que nous souffrons. Donc il nous faut avoir la capacité de nous libérer nous-mêmes de ces notions dualistes. Et ça, ce sont les 3 sceaux du Dharma. Aidez-moi à vivre, parce que tout ce que je vis, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec l'idée du non-soi, de l'impermanence et du nirvana. Et si je dis oui, alors je suis sûre d'être sur le bon chemin. Et tous les enseignements qui ne contiennent pas les 3 sceaux du Dharma, ce ne sont pas les enseignements du Bouddha. Donc pour être sûr que ce que nous pratiquons est correct ou pas, il nous faut nous baser sur ces 3 éléments: le non-soi, l'impermanence et le nirvana, l'atteinte du bonheur. 3-3-3. C'est ma pratique. Toujours revenir aux 3 pratiques de base: le souffle, les pas, le sourire, ces 3 éléments, le moment présent, la paix et la liberté, et toujours revenir aux 3 sceaux du Dharma: le non-soi, l'impermanence et le nirvana, pour savoir que ma pratique est juste.
Hier, j'ai offert une consultation à un ou une amie laïque et cet ami m'a dit, parfois j'ai l'impression d'être paradoxale, je ne sais pas quoi faire. Parfois on dit de rien faire, mais lorsque je ne fais rien, j'ai l'impression que je ne suis pas utile. Parfois, on dit qu'il faut qu'on soit paresseux, mais parfois on dit qu'il faut qu'on soit diligent. Donc on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation et que vous ne savez pas quoi faire, parce que parfois on nous dit d'être paresseux et de ne pas être paresseux, mais nous avons une journée de paresse au village des Preniers. Et Tai nous dit de ne rien faire, mais lorsque je ne fais rien, les frères et sœurs sont mécontents de moi. Et Tai dit toujours qu'il nous faut être immergé dans le présent moment et de prendre le temps de le faire. Et lorsque j'épluche les carottes, je le fais lentement, mais les sœurs me disent fais-le plus rapidement. Si tu le fais lentement, comment peux-tu le faire pour 100 personnes qui vont venir pour la journée pleine conscience? Et nous sommes complètement dans la confusion et nous ne savons pas quoi faire. Si vous êtes dans cette situation, veuillez lever la main. Beaucoup d'entre nous, presque tout le monde. Moi aussi, c'était pareil. Je tombais dans ces situations très souvent. Et parfois, les sœurs me demandaient de faire ci ou de faire ça, et je ne sais pas. J'étais pleine de confusion. Mais si nous pratiquons pendant un bout, alors nous obtenons l'équilibre entre ne rien faire et faire quelque chose. D'être paresseux, paresseuse et diligente. Lorsque vous arrivez, vous n'avez qu'une journée de paresse et la journée, c'est suffisant. Parce que si vous aviez plus de journées de paresse, alors vous deviendriez passif et non plus actif ou active. Donc peut-être qu'une seule journée de paresse, c'est suffisant. Mais si vous venez plus longtemps, alors peut-être que vous allez servir plus et vous allez être plus fatigué et vous allez avoir 10 journées de paresse. Mais je plaisante là. Hein. Mais grâce à la pratique, petit à petit, nous pouvons obtenir l'équilibre. Nous pouvons nous équilibrer et nous trouvons la voie du milieu. Parce que toute personne a une capacité différente et peut-être que nous n'avons pas les mêmes éléments que les autres, les mêmes capacités que les autres. Donc il faut savoir comment pratiquer dans notre pratique. Et combien de choses à faire, c'est suffisant pour vous, et combien de temps il vous faut pour être paresseux, paresseuse, afin que vous puissiez avoir le temps de revenir en vous. Et il faut que vous reveniez en vous et que vous compreniez cela. À quel point vous êtes diligente, et si votre diligence vous crée de la tension, alors peut-être prenez 1 ou 2 jours off. Parce que pratiquer avec l'attention, ce n'est pas bon. Donc il faut que vous compreniez vous-même et votre corps afin que vous puissiez savoir, lorsque vous pratiquez diligemment, quel est le niveau de diligence qui est suffisant pour vous. Et tout est un entraînement. Il faut s'entraîner pour nous comprendre. Et si nous voulons nous comprendre, si nous voulons nous entraîner, il faut le faire chaque jour. Nous ne pouvons pas faire on-off, allumer, éteint. Il faut le faire de manière continue. Donc lorsque vous rentrez à la maison, si vous souhaitez pratiquer et si vous souhaitez ramener la pratique à la maison, il faut le faire tous les jours.
Il n'a pas besoin de faire grand-chose. On n'a pas besoin de faire l'assise méditative pendant 1 heure par jour. Vous n'en avez pas besoin. Tout d'abord, il vous faut, si vous voulez, peut-être faire 10-15 minutes par jour. Mais faites-le tous les jours. C'est meilleur que de le faire une journée, je prends 1 heure et après 10 jours, je ne fais plus parce que c'est trop. Donc vous faites petit à petit, mais faites-le tous les jours. Et si vous vous sentez fatigué, alors peut-être que vous allez vous offrir un jour de paresse. Ah, aujourd'hui, c'est un jour de paresse. J'ai pas besoin de pratiquer l'assise, par exemple. Mais il y a des gens qui font plus. Donc ça dépend de votre capacité et de la capacité de chaque individu. Si votre capacité vous permet de faire 1 heure, alors c'est excellent. C'est très bien. Et 2 heures, c'est très bien aussi. Mais ça dépend. Mais si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver dans la pratique, vous n'avez pas besoin d'être assis ou assise aussi longtemps. Juste suffisamment pour que vous puissiez en profiter. Et la clé, c'est le bonheur, c'est la joie lorsque vous le faites. Quand vous faites, la joie que vous avez lorsque vous faites ce que vous faites. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Ce qui est important, c'est 1 heure. Il ne faut pas se dire la méditation c'est bon, donc il faut que je le fasse, parce que je pense que au bout d'un petit moment, vous allez laisser tomber parce que vous mettez trop d'efforts dedans. Donc faites-le avec joie et bonheur et avec un esprit relâché, une détente. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous afin que lorsque vous rentriez chez vous, vous puissiez bénéficier de la pratique et ramener cette pratique à la maison. Merci infiniment d'être ici, présente et d'être venu afin de créer une famille spirituelle commune pour que nous puissions tous et toutes en profiter. Chacun et chacune d'entre nous est très très important pour la communauté, pour nous tous. Donc je voudrais partager ma gratitude envers chacun d'entre vous et je vous souhaite un retour sécurisé à la maison et que vous puissiez ramener la pratique avec vous, et j'espère que nous aurons l'opportunité de vous accueillir parmi nous à nouveau dans le futur. Merci infiniment d'être ici.